L'histoire automobile est remplie de succès éclatants, mais aussi de ratés spectaculaires. Et soyons honnêtes, ce sont souvent les plus amusants à décortiquer. Parfois, tout commence dès le premier regard. Avant même d'ouvrir la portière, certaines voitures te frappent par un design si étrange, si improbable, que tu te demandes comment elles ont bien pu passer toutes les étapes de validation sans que personne ne tire la sonnette d'alarme. Dans cette vidéo, on va plonger dans le top 12 des voitures les plus, disons, visuellement controversées, jamais produites. Certaines cachent des idées brillantes sous leurs apparences discutables. D'autres, on cherche encore la justification. Alors, si tu aimes les curiosités roulantes et les pages les plus insolites de l'histoire automobile, pense à liker, à t'abonner et installe-toi confortablement. Numéro 12. La Peugeot 309 n'était jamais censée être une Peugeot. Elle a commencé sa vie comme la Talbot Arizona. Mais quand PSA a tué la marque Talbot au milieu des années 80, ils ont collé un badge Peugeot dessus, et voilà. Et ça se voyait. Ce truc avait l'air fait à la va-vite, avec des bouts et des morceaux pris dans le bac à pièces. Ils ont réutilisé les portes de la 205 et les ont jetées sur une carrosserie plus haute et plus carrée. Le résultat, une voiture qui avait l'air décalée. L'arrière était trapu, la queue trop étroite, et elle n'avait ni le charme de l'élégante 205, ni le style de la 306 qui est venue après. Mais voici le truc, c'était en fait une berline solide. Tu avais des moteurs allant d'un modeste 1,1 litre avec seulement 52 chevaux à une sportif 1,9 litre dans la GTI, qui développait 130 chevaux. La GTI était un succès discret, amusante à conduire, rapide, 0 à 100 km/h en 8,8 secondes, et excellente sur les routes sinueuses. Le reste de la gamme était plus lent, mais fiable et économique, entre 7,6 litres et 9,1 litres au 100 km. À l'intérieur, c'était simple et un peu bruyant, surtout les premiers modèles avant que Peugeot ne nettoie les choses en 1989. Malgré le design maladroit, elle s'est vendue à plus de 1,6 million d'exemplaires. Elle n'était peut-être pas jolie, mais elle faisait le boulot, et pour certaines personnes, c'est tout ce qui comptait. Numéro 11, la Citroën BX. C'est une de ces voitures qui avait l'air d'avoir été stylée avec une règle et une pile de carton. Sortie en 1982, elle a jeté les lignes courbes par la fenêtre en faveur d'angles vifs, de montants C diagonaux et d'une silhouette qui était du pur futurisme français des années 80. Conçue par Marcello Gandini, oui, le gars derrière la Lamborghini Countach, la BX ressemblait à un accessoire Star Wars rejeté pour certains et à un chef-d'œuvre de design pour d'autres. Mais alors que l'apparence divisait, la technologie en dessous était du génie Citroën classique. Elle était super légère grâce aux panneaux plastiques dans les pare-chocs, le capot et le haillon, et disposait de la légendaire suspension hydropneumatique de la marque. Ça signifiait qu'elle pouvait flotter au-dessus des nids de poules comme un nuage, tout en collant encore au virage mieux que tu ne l'attendrais de quelque chose d'aussi carré. Les options moteurs allaient d'un modèle 1,1 litre jusqu'à une GTI 1,9 litre 16 soupapes qui atteignait les 100 km/h en moins de 8 secondes. Pas mal pour une voiture familiale de l'ère Reagan. L'économie de carburant était excellente aussi, avec beaucoup de modèles atteignant 6,7 litres à 8,1 litres au 100 km. À l'intérieur, c'était aussi bizarre qu'à l'extérieur. Le tableau de bord avait d'énormes cadrans agrandis et des modules de contrôle qui ressemblaient à des joysticks de jeux vidéo science-fiction. Des sièges confortables et un habitacle spacieux compensaient la courbe d'apprentissage. Plus de 2,3 millions de BX ont été vendus, prouvant que les gens pouvaient passer outre la carrosserie carrée quand la voiture en dessous était si intelligente. Aujourd'hui, c'est un classique rétro pour les fans de design décalé et d'ingénierie intelligente. Numéro 10, la Citroën Ami 6 et sa petite sœur l'Ami 8. Voici une voiture qui fait dire aux gens « Attends, elle roule à l'envers ou quoi ?» Ces bizarreries françaises ont été construites entre 1961 et 1978 et crois-moi, elles n'ont suivi aucune règle de design connue. Mais quelle était la caractéristique la plus étrange? Cette lunette arrière qui s'incline vers l'intérieur au lieu de l'extérieur. Ouais, ça ressemblait à une serre retournée, mais Citroën prétendait que ça gardait la vitre propre et donnait plus d'espace pour la tête. Résultat, la voiture avait l'air bossue et maladroite. Malgré cette forme bizarre, l'Ami avait des trucs astucieux sous le capot. Elle utilisait la même suspension confortable que la 2 chevaux, ce qui signifiait qu'elle flottait sur les routes de campagne chaotiques comme un canapé sur roue. Le moteur était minuscule, 602 cm3, refroidi par air, développant entre 22 et 32 chevaux. Alors non, elle ne gagnait aucune course de dragster. Le 0 à 100 km/h prenait presque 39 secondes, avec le vent dans le dos. Mais elle consommait peu, environ 5,3 litres au 100 km. À l'intérieur, c'était tout aussi inhabituel.
Un volant monobranche, des sièges hamac que tu pouvais vraiment enlever pour un pique-nique, et un levier de vitesse qui ressemblait à un manche de parapluie. Pourquoi pas? Même si elle avait l'air bizarre, l'Ami s'est vendue comme des petits pains, surtout la version break. Plus de 1,8 million ont été produites, et en 1966, c'était même la voiture la plus vendue de France. Ça montre bien, si ça roule bien, que ça coûte moins cher et que ça fait le boulot, les gens peuvent pardonner l'apparence rigolote. Numéro 9, la Matra Talbot Rancho. Cette création française de 1977 à 1985 essayait vraiment de ressembler à un tout-terrain robuste. Mais en réalité, c'était juste une voiture familiale à traction avant déguisée en chaussures de randonnée. Un peu comme certains SUV d'aujourd'hui qui bombent le torse avec un look féroce, malgré un moteur trop sage sous le capot. Oui, on te regarde, Renault Arcana. Le secret de sa bizarrerie, un cocktail détonnant. Arrière carré en fibre de verre, plastique noir à gogo, verrière de vanne sur pattes. Ajoute des barres de toit, des anti-brouillards et des pare-chocs de bulldozer et tu obtiens le parfait déguisement aventurier du dimanche. Le hic, sous ce costume de baroudeur se cachait une banale Simca 1100. Pire encore, pas de 4 roues motrices, un SUV en carton de pâte en somme. Matra et Talbot ont construit le Rancho pour être une alternative moins chère au Range Rover, ciblant les gens aventureux qui voulaient du style plutôt que de vraies capacités tout-terrain. Et pour être honnête, ça marchait un peu. Elle pouvait transporter 6 personnes, avait un intérieur étonnamment modulaire avec des sièges rabattables et dégager une ambiance d'aventure. Les performances, assez douces. Elle avait un moteur 1,4 litre développant 79 chevaux, une boîte manuelle 4 vitesses et une vitesse de pointe d'environ 146 km/h. Le 0 à 100 prenait plus de 16 secondes. Consommation, pas terrible, entre 12,4 et 14,7 litres au 100 km. Mais elle était abordable pour l'époque. Elle n'a jamais trompé personne en se faisant passer pour un vrai SUV. Mais d'une façon étrange, le Rancho était en avance sur son temps. Il a aidé à lancer la mode des crossovers des années avant que ce soit tendance. Numéro 8. Si tu as déjà regardé une voiture et pensé « c'est si bizarre que c'est fascinant », tu regardais probablement l'Alfa Romeo SZ. Surnommé Il Mostro, littéralement le monstre, ce coupé bizarre a débuté en 1989. Et elle a fait sensation, avec ses panneaux plastiques carrés, ses 3 phares de chaque côté, et un nez qui ressemblait au prognatisme d'un robot. Elle n'essayait pas d'être jolie. C'était un coin brutaliste de testostérone. Sous ce design polarisant se cachait de l'ingénierie sérieuse. Elle était propulsée par le glorieux V6 3 litres d'Alfa, développant 207 chevaux aux roues arrière. Le son seul pouvait te faire fondre le visage. Les performances étaient affûtées, 0 à 100 km/h en environ 7 secondes, et la suspension venait directement du programme de voiture de tourisme d'Alfa. Elle conduisait comme une voiture de course en imperméable. Seulement 1036 SZ ont été faites, principalement pour le marché italien. Les critiques de l'époque étaient mitigées. Certains adoraient les performances et l'audace, d'autres n'arrivaient pas à passer outre l'apparence. Mais avec le temps, la SZ a trouvé sa base de fans. Ce qui semblait autrefois bizarre semble maintenant intrépide. Elle mérite sa place dans notre classement parce qu'on est tout simplement incapable de passer outre son look. Peut-être à cause du contraste brutal avec les designs habituellement très réussis d'Alfa Romeo. C'est maintenant un bijou de collection, rare, rapide et plein de personnalité. La SZ se fichait de l'attrait de masse. Elle voulait juste être différente. Mission accomplie, nous gardons tout de même nos réserves. Numéro 7, la Citroën Visa. C'est une de ces voitures où tu ne peux pas dire si elle a été conçue par des ingénieurs, des artistes ou juste quelqu'un qui a renversé du café sur les plans. Sortie en 1978, elle avait un look vraiment bizarre dès le départ. Ce que les gens appelaient un avant nez de patate, avec des fentes de calandre verticales, un seul essuie-glace et un tableau de bord qui ressemblait au poste de pilotage d'un vaisseau spatial. Même le restylage de 1981 n'a pas pu totalement la sauver de ses proportions bizarres. Elle avait encore l'air trapue, haute et roulée sur ce qui ressemblait à des pneus de vélo. Cela dit, la Visa avait du charme. Sous son look excentrique se cachait une petite voiture étonnamment solide. Elle a commencé avec un minuscule moteur bicylindre à plat de 652 cm3, basiquement la taille d'une moto, et a finalement évolué vers des 4 cylindres en ligne pépères culminant à 105 chevaux dans la version GTI. La GTI n'était pas juste pour le spectacle, elle pouvait bouger, atteignant le 0 à 100 km/h en environ 10 secondes. La plupart des Visas normales étaient bien plus relaxées, prenant jusqu'à 18 secondes pour y arriver. Mais elle sirotait le carburant entre 5,3 litres et 6,7 litres au 100 km. Parfaite pour les trajets quotidiens. La tenue de route était légère et facile,
parfaite pour se faufiler dans les petites routes de campagne françaises. Et Citroën étant Citroën, ils n'ont pas pu s'empêcher. Il y avait même une version 4x4 issue du rallye appelée la 1000 pistes. Plus de 1,2 million ont été vendus malgré l'apparence polarisante. Aujourd'hui, la Visa est une vraie bizarrerie française, excentrique, intelligente et indéniablement mémorable. Numéro 6, l'Austin Allegro. S'il y a jamais eu une voiture qui a essayé fort et qui a quand même raté le coche, c'est celle-ci. Construite au Royaume-Uni entre 1973 et 1982 par British Leyland, l'Allegro était censée remplacer la très aimée Ado 16. L'idée originale était de lui donner une forme de coin sportive et nette. Mais à cause des moteurs hauts, des coûts budgétaires et du besoin de garder l'intérieur spacieux, on a eu quelque chose qui ressemblait à un bonbon gélifié écrasé sur des échasses. La carrosserie avait l'air gonflée et maladroite, avec des côtés hauts et des bords arrondis qui donnaient l'impression d'un pain de mie essayant d'être une voiture. Mais voici le truc. Sous tout ce style bizarre, elle avait des caractéristiques assez modernes pour l'époque, comme la traction avant et la suspension Hydragas, qui donnait une conduite douce. Sous le capot, les moteurs allaient de 1,1 litre à 1,7 litre, développant de 49 à 75 chevaux. Pas rapide du tout, le 0 à 100 km/h prenait environ 16 secondes. Mais l'économie de carburant tournait autour de 7,4 à 8,4 litres au 100 km. Pas mal pour l'époque. À l'intérieur, oh là là, le plus gros sujet de conversation était le volant Quartic. Basiquement, un volant carré qui était censé être ergonomique mais qui semblait juste bizarre dans tes mains. Bien que l'Allegro ait vendu plus de 640 000 unités, la plupart des propriétaires ont fini par passer à autre chose, fatigués de ses problèmes de rouille et de sa fiabilité décevante. Aujourd'hui, c'est un classique dans la catégorie si mauvais que c'est bon. Une voiture qui nous rappelle comment ne pas mélanger ambition et réduction des coûts. Numéro 5, la Ford Scorpio MK2. Oh là 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 là, par où commencer? Si tu en as vu une sur la route dans les années 90, tu as probablement fait un double take, et pas pour les bonnes raisons. Cette berline exécutive construite en Allemagne, oui, en Allemagne sous le badge de Ford, lancée en 1994, ressemblait à une grenouille souriante avec ses énormes phares globuleux et une face qui semblait juste trop heureuse de te voir. Ford voulait s'éloigner du style ennuyeux de l'ancienne Granada et se démarquer. Mais ils sont peut-être allés un peu trop loin. Ils l'ont façonné avec les premiers outils de design informatique, et honnêtement, ça se voit. L'avant avait l'air idiot, et l'arrière était cette masse gonflée bizarre avec une petite bande de feu arrière qui la traversait. Les gens l'ont comparé à tout, des personnages de dessins animés aux villageois naïfs. Mais voici le twist. Sous tout ce style maladroit, la Scorpio était en fait une voiture décente. Tu avais une gamme de moteurs, du 2 litres avec 113 chevaux, au punchy V6 Crossworth 2 litres 9 avec 204 chevaux. Elle roulait bien, avait la propulsion, venait avec des équipements de luxe comme l'ABS, les airbags, même des pare-brises chauffants. Les ventes ont fait un flop, et en 1998, Ford a abandonné. Moins de 100 000 ont été faites. Elle mérite sa place ici parce qu'on n'a tout simplement jamais réussi à s'habituer à son look. Le plus troublant, elle venait d'un constructeur qui, jusque-là, avait toujours joué la carte d'un certain classicisme discret. Avec la Scorpio MK2, Ford a tenté un virage stylistique et s'est pris un mur. Numéro 4, la Renault 14. Elle aurait pu être la réponse française à la Volkswagen Golf, mais elle a fini par être surnommée la poire. Pas très flatteur. La voiture avait un arrière haut et arrondi avec un look général un peu affaissé. Renault a fait l'erreur de la comparer à une poire dans ses pubs, ce qui n'a pas aidé. Et pour nos habitués de la chaîne qui vivent hors de France, en argot local, traiter quelqu'un de poire, c'est le traiter de naïf, voire de pigeon. Pas exactement l'image qu'on veut associer à une voiture. Peut-être le même genre de recherche marketing brillante qui a conduit Audi à appeler ses modèles e-tron. Pourtant, la Renault 14 n'était pas si mal. Sous cette carrosserie bizarre se cachaient des innovations. C'était la première Renault à traction avant avec un moteur transversal, standard aujourd'hui mais révolutionnaire à l'époque. Le petit moteur 1,2 litre ou 1,4 litre développé entre 57 et 70 chevaux. Pas énorme, mais ça faisait le travail. Le 0 à 100 km/h prenait environ 15 secondes et la vitesse de pointe frôlait les 160 km/h. Pas rapide, mais économique, entre 6,7 litres et 7,8 litres au 100 km. À l'intérieur, c'était étonnamment spacieux. Il y avait des touches intelligentes, siège arrière réglable, grande poche de portière. Mais la voiture avait des problèmes. La rouille était un cauchemar et les premiers modèles avaient plein de soucis de fiabilité. Au final, moins d'1 million ont été vendus
Malgré une ingénierie intelligente, cette forme étrange et ce marketing malheureux en ont fait un peu une blague qui alimente les scripts des chaînes YouTube encore aujourd'hui. Numéro 3, la Renault Velsatis. Si tu l'as déjà croisé et cru voir un concept car assemblé par un designer en plein burn-out, rassure-toi, ce n'était pas une hallucination, elle a bien existé. Sortie en 2001, la Velsatis voulait casser les codes du haut de gamme à la française. Mais au lieu d'élégance, on a eu une berline aux proportions bizarres, haute comme un monospace, large comme une limousine et avec un arrière qui semblait avoir fondu sous le soleil. Elle ne ressemblait à rien d'autre sur la route, pour le meilleur ou pour le pire. L'idée derrière ce design, offrir une position de conduite surélevée, un intérieur spacieux et un look distinctif dans un marché dominé par les Allemandes aux lignes classiques. Mais entre cette face avant massive, ses feux en forme de sourcils froncés et ses vitres latérales fuyantes, le résultat a surtout déconcerté les passants. Pourtant, Renault n'avait pas bâclé le reste. La Velsatis était bourrée de technologie, régulateur adaptatif, GPS intégré, carte main libre. Sous le capot, on trouvait des moteurs sérieux, du V6 3,5 litres essence de 241 chevaux au DCI 3 litres diesel. Le confort de conduite était exemplaire et l'insonorisation digne d'une classe affaires. Mais voilà, les acheteurs de ce segment voulaient du sobre, du statutaire, pas une navette spatiale sur roue. Les ventes ont été catastrophiques, surtout à l'export. Moins de 64 000 unités produites en 8 ans. Un flop cuisant pour Renault qui rêvait de concurrencer BMW et Mercedes. Aujourd'hui, la Velsatis est l'exemple parfait d'un pari audacieux de design qui s'est heurté à la dure réalité du marché. Original? Oui. Apprécié? Pas vraiment. Numéro 2, parlons maintenant d'une vraie légende de la bizarrerie, la Fiat Multipla. Ce monospace italien, lancé en 1998, avait l'air de sortir tout droit d'un dessin animé de science-fiction. Un peu comme si une Renault Mégane des années 90 avait été mordue par une grenouille radioactive. Elle avait 2 rangées de phares, une carrosserie super large et un avant qui ressemblait à une grenouille portant des lunettes. Les gens ne pensaient pas juste qu'elle était moche, ils le ressentaient dans leur âme. Multipla moche est devenu un mème avant même que les mèmes existent. Et pourtant, contre toute attente, elle compte encore des fans fidèles aujourd'hui. Mais voici la partie dingue. Sous cet extérieur bizarre, la Multipla était géniale. Elle avait 6 vraies places, 2 rangées de 3, ce qui était super rare à l'époque. L'habitacle était intelligemment agencé, le levier de vitesse était monté sur le tableau de bord, et il y avait des tonnes de rangements et d'espace pour les jambes. Les sièges arrière pouvaient être complètement retirés, la transformant en mini-fourgon de marchandises. Tu pouvais choisir entre un moteur essence 1,6 litre avec 103 chevaux ou un diesel 1,9 litre avec 105 chevaux. Aucun n'était rapide, le 0 à 100 km/h prenait environ 12,5 secondes, mais les deux étaient assez économiques, surtout le diesel avec jusqu'à 6,4 litres au 100 km. Elle était abordable pour l'époque, pour une voiture familiale pratique. Les Italiens l'adoraient pour sa fonctionnalité. Dans d'autres endroits, comme le Royaume-Uni, les gens n'arrivaient juste pas à passer outre l'apparence, jusqu'à ce que Fiat lui donne un lifting majeur en 2004. Numéro 1, la Citroën C3 pluriel. Une voiture qui, visiblement, ne savait pas ce qu'elle voulait être en grandissant. À mi-chemin entre l'expérimentation et la crise d'identité, la pluriel voulait tout faire. Cabriolet, berline, pick-up, mais n'excellait nulle part. Visuellement, c'était un cauchemar de designer. Trop haute, avec des montants épais dignes d'une cage de zoo, et des panneaux de toit amovibles qui brisaient toute harmonie dans les lignes. Le pire, ces fameuses barres de toit fixes qui restaient là quoi qu'il arrive, même quand tu enlevais les panneaux. Résultat, une silhouette de squelette mal habillé. Sans le toit, elle ressemblait à un cabriolet oublié sur le trottoir. Avec, elle évoquait une citadine qui avait eu un accident, mais qu'on avait laissé comme ça. Les designers ont tenté de masquer le désastre avec des couleurs criardes et des plastiques ludiques. Mais ça n'a fait qu'empirer les choses. À la fin, la pluriel ressemblait à un jouet Fisher-Price qu'on aurait agrandi par erreur. Sur le papier, le concept était séduisant. Une voiture modulable, fun et accessible. Mais dans la vraie vie, c'était juste une Citroën un peu schizophrène, jamais à l'aise dans aucun de ses changements de costume. Ni sexy en cabriolet, ni chic en berline, ni utile en pseudo-pick-up. Même les fans hardcore de Citroën ont eu du mal à la défendre. La C3 pluriel reste aujourd'hui l'exemple parfait d'un concept original qui s'est perdu en route, quelque part entre audace et absurdité. Probablement aussi la réponse qu'on attend dans toutes les écoles de design quand un étudiant se fait demander « Quelle erreur de style tu ne dois jamais reproduire ?» Alors, laquelle de ces voitures penses-tu être la plus polarisante?
Ou as-tu un autre choix pour la voiture la plus, disons, audacieuse visuellement jamais faite? Balance tes pensées en commentaire, ces voitures nous rappellent que l'automobile, c'est aussi de l'art, parfois réussi, parfois moins, mais toujours avec une histoire à raconter. Si tu as aimé ce voyage à travers les bizarreries automobiles, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus d'histoires épiques de voitures. Et avant de partir, nous te proposons 2 choix. Découvre notre plongée profonde dans les plus grands flops de l'histoire automobile récente, ou laisse YouTube te surprendre avec un choix fait juste pour toi. A bientôt et souviens-toi, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, même pour les voitures.